j'ai fini par déposer plainte, parce que de tels procédés sont dévastateurs. J'ai pensé à moi-même, forcément, mais aussi à mes collègues dans la police, quoi. Et je pense aussi à tous ces suicides, et à savoir pourquoi les gens se suicident comme ça. Tu es rentré dans la police, est-ce que tu peux nous dire à quelle année? Dans quelle année? Alors je suis rentré dans la police nationale, après donc mon concours, j'ai passé en 85, en 1985, je suis rentré en juin 86 à l'école de police, quoi. Donc, à l'heure actuelle que l'on se parle, tu as 33 années de service. Voilà, je me rapproche des 34 ans au mois de juin. Donc, au tout début, tu as été sur Paris. Alors j'ai fait 8 ans sur Paris, et ensuite j'ai rejoint la province, et j'ai toujours, même pour monter en grade, j'ai changé de circonscription à chaque fois. C'est-à-dire que je me suis quand même baladé sur toute la France, quoi, D'accord. jusqu'à Alors, maintenant. sur Paris, tu m'as dit qu'il t'est arrivé quand même quelque chose d'un petit peu particulier. Un jour, tu t'es retrouvé dans une salle de rédaction avec 4 policiers. Et, tu peux m'expliquer ce qu'ils t'ont demandé? Alors effectivement, je me suis posé la question, en prenant du recul sur tout ce qui peut m'arriver jusqu'à maintenant. Je remonte dans les années 90, 93, 94, où en fait un collègue, on était en équipage à deux, et m'a parlé de ce qu'il faisait donc avec d'autres collègues, c'est-à-dire appâter des pseudo-cambrioleurs, organiser donc des cambriolages pour finalement les faire tomber sur les lieux, quoi, voilà, avec leur intervention. Mais c'est Voilà. Donc suite à ça, bon, tout de suite j'ai dit ce que je pensais, quoi, comme quoi ces choses-là n'étaient pas admissibles dans la c'est police. illégal. C'est illégal complètement, quoi. Forcément, c'est de l'incitation au délit, là, hein. Et c'est tout, quoi. Mais quelques temps après, alors je pense que c'est en relation, dans la salle de rédaction, alors que j'étais en train de rédiger un rapport, j'ai 4 collègues qui étaient en civil, et dont les concernés justement sur ces fameux cambriolages, m'ont entouré sans rien dire. Ils se sont bloqués autour de moi, physiquement, quoi, collés à moi même, à 4. Voilà, donc j'ai vraiment pas compris sur le moment, mais voilà ce que j'ai subi, et d'ailleurs sans m'en plaindre à qui que ce soit après. J'avais même pas compris ce qui m'arrivait, quoi. Enfin, c'était très étonnant, quoi. Oui, tu n'as pas voulu rentrer dans le système, ce qu'ils te proposaient. Ah bah, de toute façon, je sais pas si c'était une proposition, mais il me le disait. Je vois pas pourquoi il me le disait, mais je suis pas rentré dans le système, effectivement. Et je vois tout le long de ma carrière, vous venez de dire 33 ans, effectivement, je suis toujours resté le même. Je suis un policier intègre et je suis contre ces choses-là à tout niveau, quoi, hein, voilà. Mais on va en arriver par la suite. On va dire que c'est le fait d'être resté intègre, puisqu'on a longuement discuté avant cette interview, qui t'a amené maintenant Avoir des gros problèmes, à avoir des gros problèmes. effectivement. Ouais. Alors, on va, si tu veux, passer un petit peu sur les années, et on va arriver en 2009, où tu es muté sur une région, on va dire, en Ardèche, hein. On ne va pas préciser exactement où tu es muté. Tu es reçu dans un premier temps, on va dire, tu es reçu le 1er juillet 2009, et on va te dire que pour toi, pendant une semaine ou 10 jours, c'est merveilleux, puisque tu es invité à des barbecues, on te fait voir que la vie est merveilleuse. Tout à fait. Dans les jours qui ont suivi mon arrivée, le soleil de la région, le paysage, une nouvelle vie qui s'annonce en famille. Donc, et en plus, je travaille au jour, on va dire sur les deux premiers mois, je travaille au jour avec des jeunes qui sont motivés. Donc il y a tout qui s'emballe, et je suis invité par surprise avec un prêt d'une moto toute neuve. Je viens d'avoir mon permis de conduire. Et nous partons donc chez le chef de service, dans sa maison, piscine, etc. Barbecue, on était quoi, une dizaine, on va dire. Et on va dire les chefs, hein, grosso modo. Et tout va bien. Et je suis très épanoui dans mon travail, et avec mes collègues. Et peu de temps après, vraiment très peu de temps après, alors que je suis dans mon bureau, j'ai un officier avec son adjoint qui
qui rentre subitement et s'assoit en face de moi pour me proposer de rentrer dans la franc-maçonnerie. Alors, franc-maçonnerie ou autre chose, mais en attendant, c'est vraiment les termes qu'il a employés, ce que j'ai repoussé immédiatement, spontanément, on va dire, parce que en tant que policier dit intègre, je n'ai pas besoin de choses comme ça pour me gouverner, quoi, dans ma vie, aussi bien professionnelle que privée, quoi. Et la réponse que j'ai eue, là aussi spontanément, c'est que je me ferai jamais d'amis ici, quoi. Voilà, ça c'est clair. Ce qui veut dire que c'était clair et net, Bah, soit tu acceptais de rentrer ouais, une dans menace, ce qu'on t'a dit, franc-maçonnerie ou ou autre chose, mais si tu rentrais pas là, dans cette magouille-là, on va dire, dans ce groupe, on peut dire que les portes allaient se fermer devant toi, et on va dire que depuis ce moment-là, tu vis une descente aux enfers. Ah oui, crescendo, quoi, hein. C'est-à-dire que après j'encadre la brigade de nuit, comme convenu, et il y a plein d'histoires qui sont créées, que je vois avec le recul, tout ça c'est créé parce que c'est des histoires entre eux qui ne me concernent même pas, mais je suis le chef, et finalement on m'amène des ennuis, un stress qui était pas indispensable, et au fur et à mesure, des histoires, même dans le village où je suis, quoi, enfin, je veux dire, au cœur de mon travail, que je comprends pas tout le temps, donc ça a duré, on va dire, plusieurs années où j'ai du mal à comprendre de ce qui se passe contre moi, et pour découvrir par la suite, puisqu'après j'atterris au jour, hein, je fais des horaires hebdomadaires, et je découvre avec les dossiers que j'ai en main qu'il y a forcément du parti pris pour des copains, etc. On classe ensuite des dossiers qui sont là non plus admissibles, on peut appeler ça de la corruption même, quoi. Mais est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis, tout a tourné pour moi, tu te rappelles ce qui s'est passé, dans, on va dire, en 2009, est-ce que tu mets longtemps à réagir en disant, tout ce qui m'arrive, c'est en réalité d'avoir refusé cette offre en 2009, sinon, pour moi, ça roulerait. C'est certain, c'est-à-dire que je suis 2009 jusqu'à, on va dire, 2011, où je ne sais pas ce qui m'arrive, parce qu'on ne comprend pas aussitôt. Il arrive tellement de choses, enfin, beaucoup de détails, de dénigrement, et puis de mise à l'écart, et puis des réflexions qui peuvent pas être contre moi, parce que apparemment je travaillais très bien en même temps, quoi. Et d'ailleurs on m'amène à une hyperactivité donc en 2011 jusqu'à 2012, pour finalement me mener à la faute avec des sanctions qu'ils n'ont pas réussi à obtenir, mais ils ont essayé en tout cas pour me mettre en porte-à-faux tout le long du chemin, quoi. On essaie de te piéger. Voilà. Donc là, à partir de, on va dire, fin 2012, là je commence à me réveiller et à agir. Je fais même des copies de main courante pour montrer que j'ai une hyperactivité, dont je me suis servi un peu plus tard avec un juge d'instruction. Mais je mets du temps quand même à comprendre tout ce qui m'arrive, tous ces scénarios qui m'entourent, pour arriver à me déstabiliser déjà d'une part, à m'amener dans un stress infernal, et me pousser à la faute avec des sanctions disciplinaires, et peut-être même voire pénales dans ce qui se passe, quoi. Donc j'ai mis du temps, mais après là, oui, fin 2012, je commence à comprendre, et on va dire à m'armer comme je peux avec ce que je peux glaner comme information ou d'éléments, parce que le harcèlement, on sait très bien que c'est très difficile à prouver. Et voilà, donc là je commençais à comprendre de ce qui arrivait contre moi. Pourquoi? J'en sais rien. D'ailleurs, il y a un mot qui me revenait souvent en tête, et je comprends pas, on dirait un appel, on dirait des mots d'ordre de ma hiérarchie pour que ça se fasse comme ça. Des collègues qui me harcelaient, qui rentraient dans mon bureau, avec une caméra en face de la porte de mon bureau, des collègues qui me l'ouvraient exprès pour la laisser ouverte, donc j'étais face à une caméra, le chef de poste, mon chef de service là-haut me voyait forcément sur l'écran. Ben ça c'est des techniques des vraies techniques de harcèlement, quoi, finalement. Et ça en permanence, malgré le travail que j'assumais, et que j'assumais jusqu'au bout, avec ténacité, ce qui m'a permis de tenir. Je me suis accroché à mon travail, ça c'est clair. Alors, est-ce qu'on a essayé quand même de te faire passer instable psychologiquement? Alors, il y a beaucoup de choses qui se sont passées déjà fin 2012. Fin 2012, j'ai un des officiers qui est rentré dans mon bureau violemment, on va dire, par surprise. Déjà, on ne peut pas faire ça à quelqu'un, quoi. Enfin, on l'avertit au moins. Mais là, sans rien dire, il m'a arraché tous mes dossiers des délits au code de la route, enfin, que je m'occupais en même temps que des affaires d'identité judiciaire, quoi. Et il m'a pris tous mes dossiers, il est parti. Et 10 minutes après, j'étais appelé par mon chef de service. Et je me suis retrouvé dans un bureau avec trois officiers en face de moi,
qui n'ont rien dit pendant, on va dire, un quart d'heure, mais strictement rien dit, qui étaient là en tant que témoin, et mon chef de service qui m'incendiait, qui m'insultait quoi, dans mon travail. Te rabaisser. Qui me rabaissait complètement, qui m'insultait, qui disait que je travaillais moins bien que les jeunes adjoints de sécurité, j'en faisais 10 fois moins, enfin, etc. Qui était tout le contraire de ce qu'il pouvait me dire des fois dans le couloir ou autrement, quoi. Il y avait vraiment une pression sur un quart d'heure qui était très violente. Voilà. Donc là, c'était une première chose. Pour ces dossiers qu'on m'a arrachés, ils voulaient faire valoir un peu plus tard que si je pense que c'était des menaces par rapport à autre chose. Ils voulaient me sanctionner pour des retards de dossier. Ce qui s'est fait en début janvier, on m'attendait, retour de vacances. Donc début janvier, j'avais des réflexions de certains collègues. On m'a enlevé mon mercredi de mon enfant au dernier moment et c'était complètement injustifié parce que je m'occupais de lui, je prenais un mercredi que mes heures tous les 15 jours, il n'y avait rien de transcendant, sauf que il y avait des pressions là dès que je suis revenu. Voilà, donc je me suis aperçu de la différence de ce qui pouvait se passer ailleurs quand j'étais en vacances et puis au retour à mon boulot où je recevais des pressions insoutenables, quoi. Et là, il y a eu, comment dire, un différend avec un supérieur. J'ai dit que j'en avais marre de tout ça, de ces pressions, etc. Et j'ai été envoyé devant le médecin de l'administration. Avec audition administrative, enfin c'était infernal. Ça m'a fait 5 heures dans la même journée, sous pression entre chaque officier pour être auditionné. Le médecin d'administration qui me pose des questions sur ma vie privée, qui finalement, j'y réponds, mais me fait valoir que j'ai avec mon côté entier, elle m'envoie vers le psychiatre de l'administration, mandaté par l'administration, qui finalement, lui, me fait découvrir des actes qui ont été faits, rédigés de mon service par mon chef de service à mon insu, c'est-à-dire que c'était envoyé après l'entretien avec le psychiatre qui n'a pas marché dans la combine finalement, mais protège quand même l'administration. Donc il y a même des écrits en matière de psychiatrique qui sont là pour nous diriger vers la maladie ou pour nous exclure carrément de notre carrière, quoi. Enfin, on le voit, je le vois maintenant. Mais la combine n'a pas fonctionné comme il le voulait, quoi. Donc tous ces ennuis arrivent. 2013, c'était infernal. Et puis, voire même, je crois que c'était aussi très très pénible aussi avec mon fils, justement, qui est dans son école. Enfin, tout ça est lié, quoi. Sans vouloir rentrer dans les détails. Mais il y a beaucoup de choses qui m'arrivent tout le long 2013. Après être parti de l'Ardèche, tu as été muté ailleurs. Et là, on peut dire que tu as été attendu aussi. Ouais, effectivement, alors pour finir sur l'Ardèche, on va dire que j'ai déposé plainte 2014, fin 2014, décembre 2014, où j'ai fini par déposer plainte, parce que de tels procédés sont dévastateurs. J'ai pensé à moi-même forcément, mais aussi à mes collègues dans la police, quoi. Et je pense aussi à tous ces suicides et savoir pourquoi les gens se suicident comme ça. Donc j'ai déposé plainte décembre 2014. S'en est suivi une enquête IJPN pendant 7 mois, quoi. Bon, l'affaire a été classée sans suite. Plus tard, je me constitue partie civile auprès du doyen des juges d'instruction. Et ce dossier est toujours bloqué au tribunal, quoi. Voilà, donc c'est pas étonnant. J'y dénonce aussi plusieurs choses, quoi, qui se passent donc sur place. Donc je suis à l'issue, j'ai été affecté sur une autre circonscription où on m'attendait. D'ailleurs, je me suis présenté avant mon affectation et un commandant de police me parle des problèmes de l'Ardèche. Donc il y a eu des coups de fil forcément, et puis des collègues avec des réflexions aussi dans le service vers lequel je ne devais pas aller. On m'avait donné un poste qui était à la hauteur de mon grade, et je me suis retrouvé là finalement placardisé. Et donc, réellement placardisé. Je m'en suis défendu. J'ai eu un poste, on va dire, 8 mois après, un poste normal par rapport à mon grade. Mais les ennuis ont continué. J'ai subi un harcèlement aussi bien au travail, par quelques individus, mais aussi dans ma vie privée. Je suis parti au bout de 2 ans. Donc, mon chef de service n'a pas voulu y répondre. J'avais aucune réponse à mes demandes ou à être reçu par ma hiérarchie pour dire ce qui se passe. L'IJPN m'a reçu tout de même, où j'ai amené des écrits avec
tout ce qui m'arrivait, des choses quand même relativement graves, des intimidations, des menaces quand même dans ma vie privée. Et voilà, donc, mais ça jamais, on n'a jamais donné suite à tout ça, quoi. Alors j'ai fini par déménager de moi-même, partir à 900 km, m'éloigner du sud, où finalement les choses se sont atténuées, mais il y a eu quand même des choses qui se sont passées jusqu'à maintenant, pour dire que je suis quand même surveillé quelque part, quoi. Harcelé, tu es. Harcelé, oui, mais bon, c'est pas du tout la même chose le temps que je travaillais, mais j'ai quand même des choses, enfin des événements qui montrent que je suis quand même dans le collimateur de certains, quoi. On Ça, t'a pas oublié. on m'a pas oublié. Voilà. Ça c'est voilà. C'est des petites piqûres de rappel Donc, que tu reçois régulièrement pour dire tu es Complètement. peut-être reparti, mais on est toujours là, on te surveille. Complètement. Et donc quand je suis parti de cette dernière circonscription, j'ai quand même déposé plainte au pénal auprès du procureur de la République. J'ai fait un droit de retrait à mon directeur départemental. J'ai adressé un courrier pour dire ce qui se passait, mais avec un droit de retrait qui fait partie du code de travail, et on n'exclut pas non plus la fonction publique, même si c'est pas une coutume chez nous. Et je l'ai fait. On m'a mis en maladie, enfin voilà, etc. Je suis parti. Et actuellement là, vraiment actuellement ces jours-ci, là j'ai une pression de l'IJPN, de la DCSP, enfin la hiérarchie, pour ces fameux droits de retrait. On voudrait me voir en maladie absolument et passer devant le psychiatre. Alors c'est-à-dire que le paradoxe c'est qu'on veut me voir malade absolument, je ne le suis pas, j'ai demandé à une dérogation pour travailler ailleurs, on n'y répond pas, et surtout on ne reconnaît pas le harcèlement que j'ai subi jusqu'à maintenant. Donc là des menaces de l'administration, toutes récentes, les menaces on me met en demeure de passer devant le psychiatre, sinon de me supprimer mon salaire. Pour terminer cette interview, tu m'avais écrit une lettre, et il y a quelque chose qui m'a énormément marqué. Je vais lire juste les quelques mots. C'est penser pour mes collègues intègres qui meurent d'une manière étonnante. Et là tu dis, ils meurent en laissant toujours le mystère derrière eux. Si l'on y regardait d'un peu plus près, à l'intérieur du ministère, on découvrirait une vraisemblable culpabilité du système, auteur de non-assistance à personne en danger, ou bien d'autres délits, se targuant de ne pas être puni. La justice ne s'en mêle le moins possible, à croire qu'elle a peur des pistoleros, hommes des lois, sans foi ni loi. Qu'est-ce que tu peux dire? Pourquoi tu as écrit ces mots-là? C'est très dur. Effectivement, moi je pense que je mets en relation ce harcèlement qu'on peut subir au sein des services, par nos officiers, avec certains suicides. C'est indéniable. Je veux dire, moi ce que je peux subir jusqu'à maintenant, j'y résiste, on va dire, parfaitement. Voilà, chacun ses capacités. Je crois qu'il y a certains collègues qui partent de cette manière-là. Il y a des gens qui sont plus sensibles, qui ont peut-être moins de moyens, je sais pas, enfin qui partent très vite, quoi. C'est-à-dire ils se suicident. Voilà, donc je pense, quand je parle de pistoleros, je parle des flics, quoi, forcément. Mais je pense à un autre ministère qui se devrait nous protéger dans ces situations-là, malgré nos appels, les appels auprès de l'IJPN, de notre hiérarchie, de la médecine du travail, de la justice, et finalement les gens meurent, quoi. Et il n'y a pas de retour. Moi j'ai un collègue qui au même endroit, qui était donc victime aussi de harcèlement. Il s'est retrouvé en dépression pendant je ne sais pas combien de temps, des suivis par le CMP, des antidépresseurs, et c'est pas pour autant qu'on est venu, à un moment donné, il y a une reconnaissance de l'administration comme quoi certains étaient harcelés jusqu'au point peut-être de mourir, quoi. Donc il y a vraiment un déni complet de notre administration, du ministère, voilà, et de voir nos hommes mourir de cette manière-là.